c'est plein. Eh bien, bienvenue au Café Olala, la sortie immédiate du métro Beaubien. Ce soir, nous allons nous pencher sur l'indépendance de Cuba. Et je voudrais tout d'abord vous rappeler que la semaine prochaine, pardon, nous sommes le 17, je viens de dire qu'on était le 24, nous sommes le 17. Le 24, la semaine prochaine, il n'y a pas de rencontre. Donc, on se revoit le 31. Puis là, le 31, on va commencer une série de 3 sur l'indépendance des pays baltes. L'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, avec lesquels on a également beaucoup de points communs. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et je voulais vous dire tout de suite, j'ai longtemps songé à ce qui se passerait à l'automne, parce que quand arrive le mois d'avril, il faut préparer le mois de septembre. Cette année, le Parti québécois aura 40 ans. Le Parti québécois a été fondé le 15 octobre 1968. Donc, nous allons, cet automne, faire l'histoire du Parti québécois depuis ses origines jusqu'à nos jours. Naturellement, en passant par les différents chefs, M. Lévesque, ensuite M. Johnson, M. Parizeau, M. Bouchard, M. Landry, M. Boisclair, Mme Marois. On va donc, et surtout au niveau des idées, hein, on va regarder le contexte dans lequel le Parti québécois a été fondé en 1968, puis le cheminement que ce parti a connu au fil du temps. J'ai pensé que c'était une façon de rendre hommage aux centaines de milliers de militants qui ont été membres de ce parti-là et qui en ont fait, dans les années 80, le parti d'Occident qui avait le plus de membres, toute proportion gardée de la population. Le Parti québécois a eu jusqu'à 300 000 membres dans les années 80, pour une population à l'époque de 6 millions. C'est assez extraordinaire. Donc ce soir, nous allons achever la séquence consacrée aux indépendances de l'Amérique latine par l'indépendance de Cuba. Puis encore une fois, nous allons toujours tenter de faire le parallèle avec le Québec pour voir dans quelle mesure est-ce que ces indépendances peuvent nous inspirer, peuvent nous éviter de faire, j'aime jamais employer le verbe faire, en tout cas d'effectuer certains écueils qui ont été nocifs ailleurs. Première remarque à faire, Cuba a été colonisé pendant 4 siècles. Vous savez, souvent nous disons, ça fait 40 ans qu'on parle d'indépendance, c'est long 40 ans. Effectivement, c'est long dans une vie, 40 ans. C'est presque une vie. Cuba, l'occupation espagnole a duré 4 siècles. 1492, puisque c'est Christophe Colomb qui a découvert l'île de Cuba. Donc de 1492 à 1900, en fait, on va voir dans le détail tout à l'heure, mais plus de 4 siècles d'occupation. 4 siècles de colonisation. Avec tout ce que ça veut dire. Imaginez, nous, on trouve à juste titre que notre peuple est profondément colonisé. On était autour de 40% de la population du Québec, près de 60% des francophones quand même, qui sont favorables à l'indépendance. On devrait être 80-90% des francophones. Il y a donc un 30-40% du Québec français qui est colonisé après 2 siècles et demi. Imaginez un pays comme Cuba, là, 4 siècles de colonialisme. On va voir comment est-ce que c'est profond, comment est-ce que c'est destructeur, comment est-ce que ça lessive les esprits. Et donc, situons-nous en gros. Le Cuba, c'est une île au sud des États-Unis, au sud des Bahamas, à la rencontre de l'océan Atlantique et des Caraïbes. C'est à peu près de 12 millions d'habitants. La capitale, la Havane. Voici le drapeau. On va d'abord expliquer le drapeau. Il l'adopte en 1849, 50 ans avant l'indépendance, ce qui est quand même important. Le drapeau souvent précède les indépendances. Ici encore, le Québec peut se situer dans cette dynamique-là. L'étoile, j'insiste d'abord sur l'étoile blanche, parce que l'étoile apparaît quelquefois. Lorsque l'étoile, d'abord l'étoile, ici elle s'appelle Estrella Solitaria, l'étoile solitaire, mais elle est blanche. Puisqu'elle est blanche, ça veut dire que, en fait, l'indépendance est réalisée.
souvent des peuples qui ne sont pas indépendants installent une étoile, mais elle est jaune, comme le FLQ avait fait au Québec en l'installant sur le drapeau des Patriotes. Vous allez voir une étoile jaune et les gens demandent d'où ça vient. Dans la symbolique internationale, l'étoile jaune apparaît sur un drapeau lorsque le peuple dont il est le symbole n'est pas encore libre. Excusez-moi, je peux-tu vous dire, votre drapeau, il a été tronqué. Il y a 3 barres bleues, puis il est coupé, c'est tout à fait régulier. Et ça a été coupé par le... Vous l'avez pris, je ne sais pas. Ben, c'est moi qui l'ai imprimé, il y a un bout qui manque. Vous allez voir, je vais vous l'expliquer. Il manque une barre bleue. Ah, ouais. Les barres bleues indiquent les départements. Il en manque ici. Indiquent les départements, les provinces, si on peut dire. Et les barres blanches indiquent la paix. Parce que l'indépendance voulait amener la paix sur l'île de Cuba. Il est 2 fois plus long que large. Le triangle rouge est une symbolique maçonnique. Il symbolise l'égalité, le triangle. J'insiste sur la symbolique maçonnique. Il est adopté en 1849. C'est le 19e siècle. Et comme vous savez, le 19e siècle, c'est un siècle qui est encore très influencé par les idées maçonniques. Bienvenue aux parents et aux chers bébés. Et très influencé. On a vu tous les pays de l'Amérique latine, comment est-ce qu'ils ont été influencés par les idées maçonniques. Ces idées-là continuent d'être présentes dans le combat cubain. Ce sont les maçons qui, les premiers, ont pris fait et cause pour l'indépendance des peuples. Je ne veux pas revenir sur tout ce qu'on a dit. Ceux qui s'intéressent pourront trouver sur Internet, grâce à notre cher ami François Terrien, les causeries des autres semaines où j'élabore plus longuement sur le rôle des francs-maçons dans l'indépendance des peuples. Mais je tiens simplement à faire remarquer que ce triangle sur le drapeau cubain est directement issu de la symbolique maçonnique également. Donc c'est en 1849 que les exilés de Cuba à New York, on va voir à quel point les exilés cubains ont joué un rôle important dans l'indépendance de Cuba, et ils étaient beaucoup aux États-Unis. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les Cubains vont aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le voisin immédiat par la mer. Hein? Ils prennent le chaloupe, puis le bateau, puis même je suis allé 2 fois, moi, puis je me souviens, à l'époque, les gens écoutaient la radio américaine, puis le gouvernement essayait de bloquer ça, de bloquer les ondes, là, mais c'est vraiment... Cuba est plus près de la Floride que New York. La pointe des quais ouest, des quais... C'est ça, c'est directement là. Donc, le drapeau cubain, qui a été maintenu au travers des différents régimes, y compris depuis la révolution de Castro, est un drapeau qui date de 160 ans. Donc, puis il a été adopté avant l'indépendance, pour aider à l'indépendance. Les 3 couleurs sont en hommage à la Révolution française. Encore là, on voit l'influence maçonnique. Tout ce qu'il y a de tricolore est influencé par la franc-maçonnerie. Et tout ce qu'il y a de tricolore est influencé par la Révolution française. Et les Américains ont joué un rôle extrêmement important dans l'indépendance de Cuba. C'est pourquoi il y a aussi l'étoile et les couleurs qui peuvent, jusqu'à un certain point, s'apparenter aux couleurs américaines. Puis les couleurs françaises s'apparentaient également aux couleurs américaines. C'est toujours l'influence de la maçonnerie. La franc-maçonnerie, qui est le lieu privilégié des intellectuels de l'opposition, si on peut dire, pendant le 19e siècle. Le 19e siècle est, comme vous savez, le siècle du réveil des nationalités. Donc, les idées de liberté, les idées d'indépendance et les grandes idées maçonniques, liberté, égalité, fraternité, sont des idées républicaines. Donc, l'indépendance de Cuba, cette indépendance également, est marquée par ces idées. Il y a aussi le blason. Ce sur quoi je voulais attirer votre attention, sur le blason cubain, qui est toujours, et à la pause, vous pourrez le regarder de plus près, je voulais attirer votre attention sur le bonnet phrygien. Vous savez, quand je dis que les patriotes de 37-38 sont également influencés par cette mouvance du 19e siècle et du 18e. Rappelez-vous, c'est le siècle des Lumières, le bonnet phrygien, dont les origines remontent jusqu'aux Grecs et jusqu'aux Romains.
mais d'abord aux Grecs, les esclaves affranchis portaient le bonnet phrygien. C'était un signe de libération que de porter le bonnet phrygien. Et les Français, lors de la Révolution de 1789, vont se réapproprier le bonnet phrygien, qui est également apparenté aux idées maçonniques. Ici, les patriotes de 37-38 portaient le bonnet phrygien, et la tuque des patriotes s'apparente à cela. Et lorsque les gens vont monter une colonne de la liberté à Saint-Charles en l'honneur de Papineau, colonne que les Anglais vont rapporter brisée en deux et qui vont promener dans les rues de Montréal après le massacre de Saint-Charles sur le Richelieu, eh bien, ce bonnet phrygien, on le retrouve également ici sur le blason de Cuba, qui continue d'être officiel, sur lequel vous retrouvez encore les colonnes, les couleurs cubaines, avec la mer qui représente l'océan, bien sûr, les deux caps et les palmes de laurier qui sont ici sur la gauche. Mais je voulais attirer votre attention sur le bonnet phrygien. Donc, en 1494, Christophe Colomb découvre Cuba. C'est lui qui donne le nom, il commence par appeler ça l'île de Jeanne, en l'honneur d'une des filles de la couronne d'Espagne. Et par la suite, il n'y a pas unanimité chez les historiens, c'est toujours compliqué, hein, d'où vient Canada, d'où vient Québec, d'où vient Cuba également. Il y a un lieu en Espagne qui s'appelait Cuba, mais l'influence de Colomb, quand Colomb arrive à Cuba, il s'imagine qu'il arrive au Japon. Ça ressemble aussi à notre histoire, hein? Quand Jacques Cartier arrive ici, il s'imagine qu'il arrive aux Indes, en Chine, c'est pour ça qu'on les appelle les Indiens, le canal de la Chine et ainsi de suite. Donc, Colomb, lorsqu'il arrive à Cuba, il s'imagine qu'il arrive au Japon, puis l'île de Cuba, qui est une des plus grandes îles du Sud, hein, je pense avec une autre là, dont le nom va me revenir, et il y a déjà, selon les historiens, entre 15 et 60 000 habitants, de quelques tribus amérindiennes, dont la plus connue s'appelle les Caribes, la mer des Caraïbes, des Caribes, qui sont une tribu assez importante, qui loge là. Et un des spécialistes de l'époque, le père Las Casas, vous avez peut-être déjà entendu son nom, c'est un dominicain, je me souviens encore de ça, c'est un dominicain, c'est lui qui est le premier à mener un grand combat dans l'Église, puisqu'il a dit le premier que les Indiens avaient une âme, ce qui était contesté à l'époque. Les Indiens n'avaient pas d'âme, mais au bout de temps, les femmes n'en avaient pas non plus, les Noirs non plus. Mais à ce moment-là, les Indiens n'avaient pas d'âme, et celui qui a mené le combat philosophique, là, le combat intellectuel, pour démontrer, si on peut dire, que les Indiens avaient une âme, c'est un dominicain du nom de Las Casas, Las Casas ou Casas, selon les orthographes, qui a vécu longtemps comme missionnaire en Amérique latine, et qui, lui, ça a été le combat de sa vie, démontrer que les Indiens avaient vraiment une âme. Donc, les Espagnols vont être là de 1492. La domination va durer, en fait, jusqu'en 1902, jusqu'en 1898, pour être plus précis, même si l'indépendance va se déclarer une première fois en 1868, mais ça va prendre des décennies. Et ça aussi, on l'a vu en Norvège, on l'a vu dans d'autres pays. Il y a souvent, ce ne sont pas tous les pays, comme le Kosovo, qui sont chanceux au point d'être reconnus dans la même journée. À Cuba, ça a pris quelques décennies. Et je le répète parce que c'est important, puis ça nous aide à comprendre l'actualité cubaine et américaine. Il n'y aurait pas eu d'indépendance de Cuba sans les Américains. C'est les Américains qui vont presque faire l'indépendance de Cuba, qui vont les aider, qui vont les appuyer, puis qui vont occuper l'île même pendant un certain nombre d'années, puis qui vont économiquement la dominer jusqu'à la Révolution castriste en 1959. Et d'ailleurs, lorsqu'on entend, on reviendra dans le détail tout à l'heure, mais lorsqu'on voit la prison de Guantanamo, par exemple, qui est à Cuba, eh bien, c'est en territoire cubain, une possession qui a été cédée aux États-Unis lors de l'indépendance de Cuba, une espèce de remerciement, mais de protection aussi. Parce que l'Espagne, ça n'a pas été une petite guerre facile, oui. Oui, oui, ils ne remettront pas tout de suite.
si les États-Unis ont aidé Cuba à devenir indépendant, c'est parce qu'ils visaient, c'est parce qu'ils voulaient l'avoir. C'est de l'enlever aux Espagnols de cette façon. Ah, tout à fait. Tout à fait. Oui. Est-ce que ça s'inscrit un peu dans la doctrine Monroe, qui est en fait de repousser les autres puissances coloniales, puis de... Parce qu'il y a une doctrine en année aux États-Unis qui voulait concurrencer les Français, les Espagnols. Oui, tout à fait. Ça s'inscrit là-dedans avant la lettre. Je pense que Monroe arrive un petit peu plus tard. C'est autour de 1910, je crois, il faudrait vérifier, mais ça s'inscrit là-dedans. C'est une politique américaine pour sortir les Espagnols de ce coin-là du monde et protéger les intérêts américains. C'était pas par vertu. Hein. Les États ne connaissent pas la vertu. Même pas plus la France que le Canada, que l'Espagne. Les États ont très peu d'États d'âme. Hein. Ils en ont lorsqu'il y a des affinités culturelles. Et même là encore, hein, c'est fort discutable. Les États ont des intérêts. Oui? Ben, c'était pour répondre, c'est un peu qu'à l'époque, si je ne me trompe pas, les Américains voient l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale comme leur cour arrière, leur sphère d'influence, et disent au reste du monde, restez chez vous, mais l'Amérique c'est à nous. Pratiquez l'impérialisme ailleurs dans le monde, ne touchez pas à l'Amérique. C'est un peu dans cette mouvance-là. Tout à fait. Donc, pendant les 4 siècles que l'Espagne est là, c'est un colonialisme, une occupation très dure. Hein? Il y a eu des massacres d'Amérindiens. Là, ici, en Amérique du Nord, tout au moins sur le territoire du Québec et du Canada, je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont. On n'a pas connu ce genre pour différentes raisons, mais ce n'a pas été le même type de colonialisme. D'abord, ici, les Indiens étaient beaucoup moins nombreux, beaucoup moins sédentaires. C'est pas chaud l'hiver ici pour coucher dans le temps, à moins d'être un Inuit dans le Grand Nord, là, mais je veux dire, les saisons où on peut faire de l'agriculture ici ne sont pas longues, alors que là, on parle de pays et de territoires là, où c'est très florissant. Hein. Donc, l'attitude espagnole, c'est très dur. Hein, je veux dire, c'est une culture qu'on connaît peu, la culture espagnole. C'est une culture latine comme la culture française, mais c'est une culture très sévère. Hein. Quand on étudie l'histoire des familles royales, l'endroit où c'était le plus dur, où le protocole était le plus sévère, c'est la famille royale d'Espagne. Les Espagnols, moi j'ai étudié chez les Dominicains, Saint-Dominique qui fonde les Dominicains est un Espagnol, donc c'est fondé là, au 12e siècle, mais c'est une culture religieuse très différente de la culture italienne, si vous voulez, où les prostituées vont allumer des lampions puis pour avoir des clients à l'église, si vous voulez, puis où tout est à peu près permis et toléré, un peu comme en France, en Italie. En Espagne, c'est très strict, hein? C'est très... il suffit de voir, si vous avez déjà été en Espagne, quand on va dans les cathédrales espagnoles, puis qu'on voit les Christ sur les crucifix, là, ça fait peur. Hein? Ils sont tous ensanglantés là, à la grandeur du corps. Là, donc, la religion est très présente. Donc, ils ont catholicisé de force. Quand on dit de force, c'est un catholicisme qui a été... les Indiens ont été contraints de devenir catholiques, mais contraints jusqu'à la mort. Il y a eu des massacres entiers, des massacres de tribus entières. Massacres à tel point que rapidement, il n'y a presque plus d'Indiens. Puis étant donné qu'on découvre à Cuba une ressource naturelle extraordinaire qui est la canne à sucre, qui demande des efforts extraordinaires, c'est très fatigant de couper la canne à sucre, eh bien, ils vont faire de l'esclavage. Ils vont emmener près d'1 million d'esclaves, 780 000, selon les chiffres. Ils vont venir surtout du Nigeria, de l'Angola, du Ghana, du Dahomey. Et des esclaves, là, pas des engagés, là, des esclaves. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, si on va à Cuba, les gens qui coupent la canne à sucre sont presque des professionnels pour le gouvernement. Ils ont 6 repas par jour. Ils sont traités comme des grands ouvriers. Cuba actuellement est le pays de la Terre le plus alphabétisé. 98%, c'est plus qu'ici, c'est plus qu'aux États-Unis. C'est l'endroit sur Terre où il y a le plus de médecins par 1000 de population.
des gens vont les chercher, des pays vont les chercher partout. On vient de partout pour avoir des médecins cubains. Il y a beaucoup, beaucoup de médecins là-bas. Moi, les fois que je suis allé, j'étais surpris. Il y a des cliniques médicales comme il y a des dépanneurs ici. On sort de là avec des cabarets de médicaments, on s'en paye un sou. C'est même étonnant, là. C'est assez... oui, même si c'est un pays du tiers-monde, il ne cesse pas de nous le répéter, d'ailleurs. C'est un pays qui n'a pas eu droit au même développement à cause des boycotts, et ainsi de suite. Mais là, revenons dans le passé. Donc, l'esclavage sur une très grande échelle. À tel point qu'aujourd'hui, voyez-vous, les métis constituent la majorité de la population, à peu près 52%, 11% de noirs, puis le reste, une quarantaine de pourcents de ce qu'on va appeler blanc, le plus ou moins. Il y a un métissage de couleurs là-bas, comme en Haïti d'ailleurs. Quand on va en Haïti, ce qui nous frappe, c'est l'éventail de couleurs. Il y a des gens du plus foncé au plus pâle, tant c'est dans le blanc que dans le noir. Mais à Cuba, c'est la même chose. Ah, ça je ne savais pas. À La Havane? Ah oui. Ben oui, ça doit faire curieux. Oui, oui. C'est comme ça en Afrique du Sud, il y a beaucoup d'hindous. On est étonné par ça. Il y a des quartiers entiers qui sont des hindous, c'est parce que c'était une possession anglaise un bout de temps, puis à un moment donné, ils ont fait venir beaucoup de travailleurs des Indes. Les mélanges de population, c'est toujours étonnant. Donc, l'esclavage va occuper une place importante dans la démographie cubaine, à tel point que l'esclavage, il ne sera aboli qu'à la toute fin du 19e siècle. Avant l'indépendance, tout de même. On va voir qu'il y a une période d'une trentaine d'années entre la déclaration de l'indépendance et sa réalisation comme telle, sa reconnaissance, sa formalisation, si on peut dire, officielle, où là, il y a certains droits qui vont être accordés petit à petit. Eh bien, parmi ces droits-là, il y a l'abolition de l'esclavage. Ce qui est très tard, ce qui est un siècle plus tard que dans beaucoup de pays, entre les États-Unis, ça a duré aussi longtemps, mais en France, par exemple, et ainsi de suite, c'est arrivé avant que ça arrive à Cuba. Donc, le colonialisme espagnol a été très, très dur. Et c'était... il y avait des esclaves comme tels, mais même ceux qui n'étaient pas esclaves ont connu des... D'abord, les Indiens sont massacrés, presque complètement disparus, remplacés par des Noirs qui sont traités presque comme des animaux. La population blanche espagnole a un traitement de faveur, un niveau de vie parmi les plus élevés de son temps. Et les classes sociales sont vraiment épouvantablement partagées. Toujours est-il que le peuple, influencé par les idées de la Révolution française, telles que digérées par l'Amérique latine, rappelez-vous, 1816, 1820, 1830, tous les pays d'Amérique latine, un après l'autre, acquièrent leur indépendance. Donc, ces idées-là circulent jusqu'à ce qu'on pourrait appeler une certaine classe instruite à Cuba, dont le nom le plus connu sera José Martí, qui va fonder un parti révolutionnaire. Si on va à Cuba, la dernière fois que je suis allé, moi, l'aéroport s'appelait José Martí, puis il y a des centres José Martí partout. Donc c'est un des pères de l'indépendance, c'est un personnage extrêmement important, qui se définit lui-même comme patriote. Si j'insiste là-dessus, c'est toujours pour nous dire, pendant tellement d'années, on nous a dit que les Québécois étaient fermés sur le monde, qu'on était en contact avec aucun courant d'idées internationales, que ce qui se passait ailleurs ne nous intéressait pas. Le mouvement patriote des Duvernay, Papineau, Delormier, Chénier, M. Fabre et tous les autres, Dr. O'Callaghan, eh bien, le mouvement des patriotes, on a vu la grande influence américaine, les frères chasseurs, c'est les Hunter Lodge, les fils de la liberté, c'est le Son of Freedom, le tricolore s'inspire également de ce courant international que l'on retrouve non seulement en Amérique latine, mais en Europe partout, en Belgique, en Pologne, et on va le voir la semaine prochaine, à partir dans 2 semaines, dans les pays baltes, un peu partout, et en Pologne, je l'ai dit, il y a donc un courant international où les militants se définissent
se désignent comme étant des patriotes. Donc, quand les patriotes ici s'approprient ce nom-là, donc le Parti patriote apparaît ici au Québec officiellement en 1826, eh bien, il s'inscrit dans une dynamique internationale. Je me permets d'insister là-dessus parce qu'on nous a trop souvent dit qu'on était fermé, on ne savait pas ce qui se passait ailleurs, ça ne nous intéressait pas, on était chauvin, nombriliste, mettez-en. Non, non, non. Le mouvement patriote est un mouvement international, comme le mouvement du RIM des années 60 s'inscrit dans la démarche de décolonisation, qui est également un mouvement international. Et les luttes actuelles qui intéressent notre jeunesse sont également des luttes que l'on retrouve un peu partout à travers le monde. Donc, les Québécois ne sont pas et n'ont jamais été fermés au monde. C'est absolument faux. Ça fait partie de la démarche de nous coloniser, ça. Vous savez, tous les peuples colonisés, rappelez-vous Albert Memmi dans son portrait du colonisé, tous les peuples colonisés ont certaines caractéristiques en commun. Ils se méprisent eux-mêmes, ils se sous-estiment, ils se mésestiment, ils ont un regard faussé sur eux-mêmes, ils sont en admiration contre le maître, comme ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de Stockholm, comme Mme Bécancour est sûrement atteinte. Moi j'ai dit, quand Mme Bécancour sera libérée, et pas juste elle, partout, même ceux qui ont déjà été kidnappés ici, on n'interroge pas quelqu'un qui s'est kidnappé avant quelques années. Il faut qu'il s'est... la même chose pour une femme battue, d'ailleurs. Le syndrome de Stockholm. L'identification avec l'agresseur, l'identification avec celui qui mène est quelque chose de très très fort. C'est une intériorisation de l'infériorité. Et c'est vrai pour les individus et c'est vrai pour les peuples. Donc, si on avait fait un référendum à Cuba sur l'indépendance de Cuba, ça n'aurait pas passé en 1898. Comme la même chose en France, la même chose aux États-Unis, la même chose en Norvège. Si on avait fait un référendum en 1940 sur le droit de vote des femmes auprès des femmes, ça n'aurait pas passé non plus. Les communautés, les peuples sont colonisés. C'est pour ça qu'il y a toujours des groupes. C'est pour ça que les Québécois, je ne le reproche pas, mais nous sommes mis la barre haute. Vous savez, quand on a dit, nous, on va attendre que la majorité absolue de la population soit favorable, j'ai rien contre cet objectif. Je veux cependant que nous soyons conscients que si les peuples de la Terre avaient mis la barre aussi haute, il n'y aurait pas 200 pays indépendants, il n'y en aurait pas 50. C'est plus compliqué que ça. Si on demandait si les politiciens sont trop payés, si la peine de mort devrait être amenée, si les juges devraient être bénévoles, imaginez-vous, l'opinion publique, c'est quelque chose de particulier. La démocratie, c'est le chemin le plus difficile. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le prendre, mais nous avons choisi la voie la plus difficile. Et nos adversaires le savent, d'ailleurs. Donc, la classe instruite à Cuba, un peu comme la classe instruite au Bas-Canada, dans les années 1800, prend conscience de plus en plus des injustices. Vous savez, les Espagnols ont tout, et les Cubains n'ont rien, si on peut dire. Vivent dans une misère épouvantable, alors que les Espagnols, un peu comme c'était le cas avec les Anglais ici, étaient instruits, étaient riches, vivaient dans l'abondance, vivaient plus vieux. Encore aujourd'hui, personne n'osera vous le dire, mais moi j'ai fait une maîtrise sur les droits linguistiques il y a une vingtaine d'années, et je comparais un paquet de choses. Les Anglais du Québec vivent 10 ans plus vieux que les Français. Alors, je sais comme vous voudrez. Puis, quand j'ai écrit ça, ils m'ont fait enlever ça de mon mémoire, disant que ça ne va pas de bon sens, parce que on ne va pas dire une affaire comme ça, ça n'avait aucun sens. Puis aujourd'hui, ça s'écrit. Je l'ai lu depuis 1 an, là, c'est reconnu ce que je dis là. Ce n'est plus tabou de le dire. C'est pas parce qu'ils sont anglais, c'est parce qu'ils étaient plus à l'aise, c'est parce qu'ils étaient mieux instruits, c'est parce qu'ils avaient des services sociaux, des services de santé, je dirais, plus développés, plus informés de ce qu'il faut manger, puis d'exercice, et ainsi de suite. C'est pas parce qu'ils étaient anglais, c'est à cause de leurs conditions sociales et des conditions de vie. N'oubliez pas qu'au Québec, il n'y a personne qui nous le dit, mais nous avions un des taux au monde les plus élevés de mortalité infantile ici. Les enfants mouraient ici, c'était épouvantable au 19e siècle. Un des taux au monde les plus élevés. On ne peut pas dire qu'on, comment dirais-je, on était pire qu'ailleurs, comme pour le suicide actuellement.
était pire qu'ailleurs. Donc, et à Cuba, ce genre de situation se retrouvait également. Donc, il y a eu un petit groupe d'indépendantistes qui est apparu. Dès les années 1840-1850, avec le drapeau en 1850 qui apparaît, fait par les exilés à New York. Souvent, les chefs indépendantistes, un peu comme les nôtres, ont été obligés à Cuba de s'exiler. Et le plus souvent, c'est aux États-Unis. Et donc, c'est à partir des États-Unis qu'ils vont mener une campagne indépendantiste très, très développée, mais avec des gens également qui sont à Cuba. Et là, le mouvement indépendantiste va apparaître dans les années 1850. Et en 1868, on va déclarer l'indépendance. C'est une déclaration qui ressemble à celle de Robert Nelson à Noyant. Une déclaration verbale qui n'a pas beaucoup de conséquences, mais elle est importante parce que c'est là que ça se déclare. Et que suivra ce qu'on appelle la guerre de 10 ans, que d'autres appelleront, plus tard il va en avoir une autre, mais ça c'est la guerre de 10 ans. De 1868 à 1878, il y a une guerre où les indépendantistes vont se faire massacrer. Là. Il va y avoir des batailles affreuses. Ils vont perdre cela. D'ailleurs, ils vont perdre cette guerre-là. Les Espagnols vont envoyer 200 000 soldats à Cuba. C'est du monde, 200 000 soldats. Alors que l'armée là-bas était de 13 000 à peu près. Là, ils vont en envoyer 200 000. Ces 200 000-là vont se faire battre. Quand on pense que quand Castro va gagner au début des années 60, là, ils vont partir 80. 80! Batista va s'en aller. 80! Puis ils vont renverser un gouvernement, un régime corrompu, qui avait bien commencé, cependant, il faut dire les choses comme elles sont, qui se voulait démocratique, on le verra tout à l'heure, mais qui a fini de... Vous vous souvenez, Cuba était rendu le bordel des États-Unis. Entre autres choses. Mais donc, les Espagnols envoient 200 000 soldats, puis là, il va y avoir des batailles, des défaites épouvantables pour les indépendantistes. Les Américains, à partir de 1880, vont commencer petit à petit à s'intéresser à l'île de Cuba. À cause d'abord de la canne à sucre, des ressources naturelles qui sont là-bas, et à cause des intérêts américains, petit à petit, qui vont vouloir se répandre un peu partout à travers le monde, mais notamment à Cuba, où là va se développer dans l'opinion publique américaine une sympathie pour Cuba. Une sympathie qui pourrait, en un certain sens, ressembler à celle que l'on retrouve pour le Tibet. Mais une sympathie beaucoup plus active. Mais il y avait une sympathie pour Cuba. Et un des chefs de file de cette sympathie-là, c'est Theodore Roosevelt, qui va même aller se battre à Cuba, qui va être une espèce d'officier d'un régiment de l'armée, puis il va s'impliquer énormément dans ce combat-là. Et les Américains, étant ce qu'ils sont, j'insiste là-dessus parce que s'ils pouvaient faire la même chose pour nous, c'est assez extraordinaire. Il y a eu une émulation, un concours entre les grandes chaînes de journaux américains pour aider Cuba à faire son indépendance. Les grands journaux de New York, de Washington, de Chicago ont commencé des campagnes de presse anti-espagnoles qui va déboucher sur la guerre hispano-américaine. On va en guerre pendant une dizaine d'années. Et c'est à la fin de cette guerre, d'ailleurs, qu'ils vont récupérer la Floride de l'Espagne. Et c'est une guerre, ils ont façonné l'opinion publique américaine, qui au début n'était pas intéressée beaucoup parce qu'il pouvait se passer à Cuba, mais avec les articles de journaux, avec de l'information sur les exagérations, les exactions, les folies espagnoles à Cuba, l'opinion américaine va se développer en faveur du peuple cubain. À tel point qu'un président américain va prendre fait et cause, nommé McKinley. Lui, il va envoyer des troupes là-bas, il va envoyer un bateau qui s'appelle le Maine, et ce bateau-là, curieusement, va exploser dans la mer, dans le golfe, je ne sais pas si c'était un golfe, mais dans la mer devant la Havane,
Puis les 266 marins américains vont mourir. Tout de suite, les journaux se sont mis à dire c'est les Espagnols qui ont fait ça. Alors que personne n'en est sûr. On en est d'ailleurs de moins en moins sûr. Un petit quelque chose, là. Et là... Ah non? Ah, ça, je ne savais pas. Ah, il n'y avait pas d'officier. Il y a un bateau qui s'appelle le Maine. Oui, mais c'est ça qu'on avait appris qu'il n'y aurait pas un certain érige du bateau. Oui, oui. Curieusement, il y en Oui, avait. on sacrifiait des soldats pour aller chercher encore plus. C'est ce que les historiens disent de plus en plus. Autrement dit, ils disent ça avec plus de diplomatie. On n'explique pas cette explosion. Mais l'opinion américaine a été façonnée. On a dit que ce sont les Espagnols qui ont tué les marines américains, les gens de la marine américaine. Ça n'a aucun sens, il faut se revenger, il faut les mettre à leur place. Et c'est comme ça qu'on va non seulement éclater la guerre d'Espagne, mais que les Américains vont s'investir dans cette guerre. Puis ils vont envoyer des milliers et des milliers de soldats, dont Theodore Roosevelt, qui va être officier à la tête d'un régiment et qui va se battre. Theodore Roosevelt, je rappelle que c'était un 32e degré franc-maçon. C'est pas inutile dans le débat parce que j'insiste là-dessus. Et ici, c'est pour un paquet de raisons qu'on nous a toujours caché cela. Les francs-maçons ont joué un rôle déterminant dans les indépendances des peuples tout au long du 19e siècle et à la fin du 18e siècle. Depuis l'indépendance américaine, il n'y a pas une indépendance, il n'y a pas, il ne faut pas généraliser, je ne dirais pas qu'il n'y a pas une indépendance, mais il n'y a presque pas d'indépendance de peuple qui s'est faite sans la franc-maçonnerie. Et le fait qu'il n'y avait pas de franc-maçonnerie canadienne-française, ou presque pas, n'est sûrement pas étrangère aux difficultés que nous avons rencontrées. Il y a maintenant une franc-maçonnerie québécoise francophone, une maçonnerie, autrefois on aurait dit canadienne-française. Il y en a une, elle n'est pas balbutiante, des gens très actifs, des maçons très actifs, mais c'est pas encore très répandu. En tout cas, ça ne se compare pas à ce qui se passe ailleurs dans le monde, mais plus je regarde ça de près, plus je vois qu'il y a là un indicateur que nous n'avons pas. Si nous avions 3, 4, 500 loges actives depuis une cinquantaine d'années à répandre les idées d'indépendance dans des banquets, dans des actions, dans des mémoires, dans des projets de loi, dans des pressions auprès des différents gouvernements, peut-être serions-nous rendus à un niveau différent de celui que nous connaissons maintenant. Je ne veux pas, c'est pas scientifique ce que j'affirme, mais curieusement, parce que l'Église catholique a condamné jusqu'en 1900 l'idée même de république. Donc, et puisque notre peuple était catholique à 90, 95, 98%, l'idée même de la souveraineté des peuples était passible d'excommunication. Il nous était interdit de croire que les peuples pouvaient être souverains. C'était défendu par l'Église. C'était un péché mortel. Jusqu'en 1900. D'ailleurs, c'est celui à qui on doit cette, comment dirais-je, cette reconnaissance du droit des peuples en une certaine mesure, c'est à Sir Wilfrid Laurier, qui lui, parce que les francs-maçons en politique, ils portent un nom, ça s'appelle des libéraux. On dit aujourd'hui libéral, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais libéral au 19e siècle, c'est synonyme de terroriste aujourd'hui. Les felkistes, ce serait dit libéraux au 19e siècle. C'est la même connotation. Puis ceux qui sont un peu plus vieux, on dirait communistes. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, mais disons qu'il y a 25, 30 ou 40 ans, quand on disait que c'était un communiste, c'était très grave. Bon, mais être libéral au 19e siècle, c'était comme être communiste il y a 40 ans, et ce serait comme être terroriste aujourd'hui. C'était condamné par les élites sociales. C'était inacceptable. Donc, chez nous, ici, l'idée même d'indépendance et l'idée même de libéralisme. Puis dans le mot libéralisme, c'est le mot liberté qui est là.
Donc, dans l'idée même de libéralisme était prohibée, était défendue. Donc, imaginez l'indépendance, c'était inconcevable pour nos arrière-grands-parents. Inconcevable. Il n'y a que... Ça fait 50 ans qu'on peut vraiment librement en parler. Ça fait pas longtemps. Regardez les autres peuples, là, 300-400 ans. Ici, il y a toujours eu un petit groupe d'intellectuels qui pouvaient être favorables à cela. Mais c'était péché. C'était péché. Cardinal Léger était le premier membre de l'élite catholique à ne pas condamner l'indépendantisme. Quand on sait qu'il était aumônier de l'ordre de Jacques Cartier, peut-être que ça aide à comprendre des choses. Ça non plus, vous ne lirez pas ça dans aucune de ses biographies. Donc, je ne l'aurais pas su si Rosaire Morin ne l'aurait pas dit, là, je cite ma source. Rosaire Morin, qui était un des chanceliers de l'ordre de Jacques Cartier, Société canadienne-française secrète de type maçonnique. On ne pouvait pas être président de la Saint-Jean-Baptiste sans être membre de l'ordre de Jacques Cartier. J'irais même jusqu'à dire qu'on ne pouvait pas être directeur d'une caisse populaire sans être membre de l'ordre de Jacques Cartier, qu'on ne pouvait pas être commissaire d'école sans être membre de l'ordre de Jacques Cartier. Au Québec, et ça dans n'importe quel comté, là. Donc, on a eu, et ça apparaît dans les années 30, là, où on s'organise un peu de cette façon-là, ce qui nous était tout à fait inconnu. Donc, quand les idées de liberté et d'indépendance se répandent à Cuba, et pourtant Cuba, tout influencé qu'elle est par la culture catholique espagnole, catholique l'Espagne, comme nous, plus, mais comme nous. Cependant, en Espagne, il y a un mouvement libéral, on l'a vu, comment l'arrivée de Napoléon, puis la suite de Napoléon, les francs-maçons espagnols s'installent, combattent, ça s'appelle les libéraux en Espagne, pour débarquer la monarchie, puis il y a toutes sortes de combats là-bas, puis pendant que la chicane est prise en Espagne, les peuples latino-américains en profitent pour se rendre indépendants. Donc, il y a eu un courant libéral en Espagne, on ne l'a pas eu ici. Quand Cuba va réaliser son indépendance, va la déclarer là, de façon plus que par des mots, mais quand son indépendance va être reconnue par le traité de Paris en 1898 et ensuite en 1902, au même moment, au Canada, nous sommes en guerre. C'est la guerre des Boers, comme ils disent. Ou plutôt dire la guerre des bourgs, la guerre des fermiers. En même temps, les Espagnols à Cuba et les Anglais en Afrique du Sud vont créer les premiers camps de concentration. Les Espagnols vont faire des camps de concentration à Cuba. Ils vont mettre des populations entières derrière les barbelés. Les gens vont garder des souvenirs impérissables de cette façon d'agir. En même temps, c'est la guerre dite des bourgs en Afrique du Sud, où vivait une population blanche d'origine hollandaise, qui parle encore d'ailleurs là-bas, l'Afrikaner, c'est du hollandais, c'est une variété d'hollandais. Les Anglais, quand on va découvrir qu'on appelle le Cap d'ailleurs, quand on va découvrir que l'Afrique du Sud possède les plus grandes, comment on appelle ça, mines de diamants au monde, les Anglais vont s'intéresser à cette partie de l'Afrique et vont faire la guerre aux Afrikaners. Et le Canada va embarquer dans cette guerre-là. J'insiste là-dessus parce que c'est là qu'apparaît pour la première fois un nationalisme canadien, qui va devenir canadien-français. C'est l'époque d'Henri Bourassa. Henri Bourassa, il commence son action nationaliste à la guerre des Boers. Il va s'opposer à ça. Puis il va développer une première pensée nationale. Nationaliste, pour être plus précis. La première pensée nationale, c'est les patriotes qui la font. Lui, Henri Bourassa, c'est une pensée nationaliste. Il y a une différence entre le patriotisme et le nationalisme. Oui. Tu as ajouté, et même si le président de la Société Saint-Jean-Baptiste a déblatéré contre Henri Bourassa, il demeure quand même un grand homme. C'est un grand personnage. Injustement, d'ailleurs.
déblatéré injustement, lui faisant porter l'odieux du refus de droit de vote des femmes, alors que c'était donner beaucoup de pouvoir à Henri Bourassa, qui vraiment était bien aimé, mais n'a jamais eu beaucoup de pouvoir et encore moins d'influence. Le Devoir n'a jamais été le Journal de Montréal. Il faut rester dans des proportions réalistes, si on peut dire. Henri Bourassa ne mérite pas ça. Donc, mais Henri Bourassa, il lance le mouvement nationaliste. C'est lui le premier qui lance ça. Au même moment où Cuba fait son indépendance. Non seulement l'a fait, mais où elle est reconnue. La plupart des peuples deviennent indépendants tout au long du 19e siècle, on l'a vu, mais beaucoup dans les années 1810, 1820, 1830, 1840. Cuba, de toute l'Amérique latine, ça attend en 1900. Donc beaucoup plus tardivement. Comme ces Espagnols avaient mis le paquet sur Cuba, qui était très riche, soit dit en passant. C'est un pays de ressources naturelles, le salaire avec la canne à sucre, on n'a aucune idée de tout ce que ça peut faire. Puis je vous le dis, aujourd'hui, ouvrier de la canne à sucre, c'est comme un gars qui travaille à Abidjan ici, ou une femme qui travaille à Abidjan, ou j'ai travaillé à Manic, mais on était les mieux payés quasiment qu'on pouvait rencontrer. Là. Ça se dit pas, le salaire. Donc là-bas, on les paye très très cher, les coupeurs de canne à sucre, parce que c'était le travail des esclaves qui n'étaient pas payés, puis qui travaillaient comme des animaux. Aujourd'hui, on veut, je vous dis, 6 repas par jour. C'est beaucoup quand même. C'est le 6e rang mondial des producteurs de sucre. Imaginez. Puis le rhum vient de la canne à sucre. Le rhum est fait avec la canne à sucre. Puis il chauffait. La vapeur nécessaire pour faire l'alcool était faite avec la tige de la canne à sucre. Ils ont fait preuve d'une ingéniosité extraordinaire. Donc, Cuba, quand elle fait son indépendance, elle se libère de l'Espagne. Cependant, l'influence américaine, puis le rôle des États-Unis, puis la pression américaine, va faire en sorte que c'est un des peuples qui aura besoin comme d'une deuxième indépendance. Parce que comme s'il avait connu 2 colonisateurs différents. L'Espagne d'abord, les États-Unis ensuite. C'est ce que nous verrons après la pause. Parmi les activités également, le dimanche 30 mars, si ça vous intéresse, le Rassemblement pour un pays souverain a son assemblée générale, c'est la section de Ville-Marie de Montréal, et c'est moi qui est le conférencier. Et j'aurai comme thème, ils ne savent pas, ils m'ont donné totale liberté, la division du vote indépendantiste. Y a-t-il moyen de nous additionner plutôt que nous diviser? Donc je vais traiter de ça le dimanche 30 mars. C'est un dîner, c'est au Saint-Hubert Barbecue, au métro Cadillac. Vous n'avez qu'à payer votre repas, il n'y a pas de prix d'entrée, sinon le prix du repas. On mange à 11h30 et c'est suivi par la suite de l'Assemblée générale du Rassemblement pour un pays souverain. Donc c'est le 30 mars à 11h30 à la rôtisserie Saint-Hubert Barbecue sur la rue Sherbrooke, une rue à l'est de Cadillac. 6200. Oui, côté nord de la rue Sherbrooke. Une seule, une rôtisserie Saint-Hubert. Si ça vous intéresse, je vous invite. C'est toujours... c'est un groupe très intéressant, très actif. C'est le groupe qui fait le banquet des patriotes et ainsi de suite. Je vous rappelle que le 24, la semaine prochaine, il n'y a pas de rencontre. On reprend le 31 avec la série sur les pays baltes et par la suite, on verra l'indépendance de l'Irlande. Ensuite, le mouvement indépendantiste en Écosse. Et nous allons aller comme ça jusqu'à la fin juin, faire le tour de différents pays. Ce qui est arrivé à Cuba est très instructif du point de vue indépendantiste. D'abord, on a vu le nombre de siècles de colonialisme, ce qui nous montre qu'ici au Québec, nous avons hâte que l'indépendance se fasse, mais on n'est pas les premiers à ce que ça prend du temps. Très hâte, je dis. Comment? Très hâte. Oui, très hâte. Et merci. Et donc, on n'est pas les seuls. Ça prend du temps, l'indépendance. 40 ans, c'est rien, surtout lorsqu'on prend la voie démocratique.
Et là où on peut se comparer également à Cuba, même si les comparaisons sont toujours boiteuses, les Québécois, c'est tout récent la réappropriation de notre vie économique. Vous savez, on semblait, non seulement on était un pays colonisé, mais on semblait aller aux colonies espagnoles ou des colonies anglaises à travers le monde, c'est-à-dire que l'économie du Québec ne nous appartenait pas. On commence à peine avec le mouvement des Jardins qui date du 20e siècle, puis la Caisse de dépôt qui a à peu près 40 ans. C'est récent. Puis lorsque Lionel Groulx disait que l'indépendance économique précédera l'indépendance politique, ça nous a pris des décennies à comprendre ce que ça voulait dire. Donc, nous étions colonisés comme ces colonies espagnoles qui ne possédaient rien. Le peuple cubain et l'indépendance n'a pas apporté la libération économique des Cubains. Pourquoi? À cause de cette espèce de tutelle américaine sur l'indépendance. Cuba est devenu indépendant, mais est devenu comme une espèce de protectorat américain en un certain sens. C'est un peu ce qui peut guetter le Kosovo. Pas juste par les États-Unis, mais également par des pays européens. Le colonialisme, vous savez, a pris une autre forme en ce troisième millénaire. On peut dire que ce qu'on appelle la mondialisation des marchés, c'est une nouvelle forme de colonialisme. Puis un jour, on verra les peuples articuler un discours national, on le voit d'ailleurs de plus en plus, articuler un discours national pour combattre cette mondialisation qui est une façon, regardez ce qui se passe en Chine avec le Tibet, là. Vous savez, moi, j'ai lancé des appels sur Internet, j'ai dit, faudrait bien faire quelque chose pour le Tibet au Québec. Ça. Il y a des manifestations partout dans le monde, il y en a à Toronto, il y en a à Ottawa, il n'y a rien. Au Québec, ça n'a pas de sens. S'il y a un endroit en Amérique du Nord où on devrait être sensible à la cause tibétaine, c'est bien ici. Il faudrait les manifester devant GESCA ou la presse, parce qu'il n'y a pas de maison de la Chine à Montréal, mais la famille des Marais a beaucoup d'investissements. D'ailleurs, j'avais remarqué ça depuis une dizaine d'années, quand M. Chrétien était Premier ministre, la belle famille de sa fille, puisque la fille de M. Chrétien a marié un des Marais, eh bien, ce sont des Desmarais qui sont à la tête de l'Association des amitiés Canada-Chine. Pour des raisons économiques, je n'ai pas besoin de vous le dire, il y a des milliards en jeu là-bas. Donc, Cuba est devenu une espèce de protectorat américain, l'Espagne s'est retirée, l'Espagne a reconnu l'indépendance de Cuba, et les Américains sont intervenus immédiatement, ont aidé Cuba à se libérer, il faut le reconnaître, ont aidé Cuba à se libérer, mais sont arrivés avec leurs gros sabots. D'abord Guantanamo, un autre endroit, là, Bahia, je pense, je ne me souviens pas du nom, il y a un autre endroit, il n'y a pas juste Guantanamo, qui sont des possessions américaines en territoire cubain. Et là, les États-Unis ont investi des sommes colossales à Cuba et se sont emparés de l'économie. Et les politiciens cubains, de 1902 jusqu'à 1960, disons, jusqu'à Castro, eh bien, étaient le plus souvent à la solde des Américains, aller jusqu'à Batista, qui a fini par partir. Et Batista, au début, était un bon politicien, là, vous savez, ils naissent pas tous corrompus, hein, il était très démocratique, le fameux Batista. Là, moi, je suis allé 2 fois seulement à Cuba, mais on visite là, les ranchs là, des anciennes grandes familles là-bas, là, c'est inimaginable. Moi, j'ai vu à Varadero la maison des Dupont, vous savez, pas Dupont et Dupont dans Tintin, là, mais Dupont le textile, là. Dupont de Nemours, bon, merci. Dupont de Nemours, eh bien, il y a une espèce d'ancien château, parce que c'est un château directement sur le bord de la mer. D'ailleurs, les plages de Cuba sont parmi les plus belles du monde, hein, c'est de toute beauté. Et le guide nous racontait là-bas, quand c'est devenu un restaurant, eh bien, cette maison des Dupont, qui est immense, qui est un château, je veux dire, comme on peut retrouver à l'île Bizarre, en tout cas, c'est un immense château, et le guide nous racontait que le ciment de la maison des Dupont
étaient délayés dans du lait de chèvre, alors que la population crevait de faim. C'est juste pour illustrer, là. Vous savez, on va en voir ça, c'est déjà allé au Mexique. Moi, j'allais une seule fois, puis jamais plus de ma vie, puis aller à Haïti, c'est pire, mais jamais plus de ma vie, j'irai là, on mange au restaurant, puis il y a 100 enfants assis dans les marches du restaurant qui nous demandent à manger. On n'est pas capable, moi, je suis pas capable de manger. C'est épouvantable, ça fouille des vidanges, ça fouille partout. Vous savez, incroyable, la pauvreté, la misère que les systèmes économiques actuels peuvent apporter. Oui, M. Gilles. Moi, j'ai un de mes frères qui faisait de la marine marchande, puis il allait souvent à Cuba. Et avant la Révolution cubaine, il y allait aussi régulièrement, puis c'était écœurant, tellement c'était des esclaves. Il dit c'était des esclaves, simplement. Il dit c'était dehors toujours, ça n'avait pas de place pour eux. Il est retourné après. Tout de suite, ça s'est placé assez rapidement pour ça qu'il dit. Ça s'est comme placé assez rapidement les Ah, c'est étonnant. Nous, ici, on se fait beaucoup laver le cerveau, puis même au Canada, soyons sincères, et au Québec, mais au Canada, c'est moins pire qu'aux États-Unis, parce que le Canada a toujours voulu garder des liens avec Castro, puis a eu de bons rapports, et bon, c'est pas... on est très bien reçus là-bas, et ainsi de suite, et même les Felkis sont allés là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que quand les Américains ont succédé aux Espagnols, on ne peut pas dire que c'était pour le mieux. C'est pour ça que ça a pris comme une deuxième révolution qui a duré des années. Là. Je veux dire, les premiers qui ont commencé à revendiquer, ça commence en 1920, 1930, 1940. Castro lui-même n'était pas communiste quand il fait sa révolution. Il ne l'est pas. C'est comme les Américains qui l'ont rendu de même dans un certain sens. Tu sais, il ne l'était pas, mais pas du tout. Il voulait, c'est un avocat, une famille relativement aisée, mais modeste, un avocat, vous savez, on s'imagine, ça veut rien dire, avocat, ça veut pas dire millionnaire, avocat. Et donc c'est quelqu'un qui s'est instruit, puis qui a réfléchi, puis qui a mené de l'action politique, mais devant la corruption généralisée, devant la misère systématique, devant l'analphabétisme total, un pays indépendant, sous tutelle américaine, mais qui était, et je n'aime pas l'expression, mais c'est le cas de le dire, c'était le bordel des États-Unis. Moi, j'ai connu des gens, qui aujourd'hui sont décédés, des gens très âgés, là, qui sont allés là, du temps des Américains, dirons-nous, du temps de Batista. Là. Ça a l'air c'était épouvantable, la pédophilie, puis tout ce que vous voulez, là, c'était n'importe quoi. Tout était disponible. Oui, Daniel? C'est le frère de Castro qui était socialiste de Raoul. Raoul l'était, et depuis longtemps, c'est son influence probablement avec la pression qui est plus évidente. Puis là, à un moment donné, bon, ben Castro, il va avec d'autres, il va tenter de renverser le gouvernement, ça ne marchera pas, il va s'exiler au Mexique, il va rencontrer Che Guevara. Là, ils vont fomenter une révolution, si on peut dire, une tentative de reprise en charge, oui. Oui, son livre « Ma prison » ou « Mes prisons », là, oui, dans les années 1950, au milieu des années 1950, il va être emprisonné, il réussit à s'en aller, il s'en va au Mexique, ils reviennent, et ça, c'est quand même extraordinaire, ils sont 80 à revenir à Cuba. 80, moi, quand j'ai vu ça, je veux dire, c'est renversant, c'est le cas de dire. Oui. Si je ne me trompe pas, quand le Grand Mort arrive à Cuba, ils n'arrivent pas à l'endroit prévu et ils sont attaqués par l'aviation. Il y en a plusieurs qui meurent. Donc, théoriquement, ils ne sont pas 80 là, quand ils partent parce qu'il y en a plusieurs qui meurent. Je me demande si c'était pas 26, je pense, qui ont survécu à la première attaque. Il a fallu qu'ils reconstruisent le mouvement. Oui, c'est extraordinaire parce que Batista, qui est devenu corrompu, pendant des années, il va être un démocrate, qui va renverser même les gouvernements qui sont là, qui va appuyer des gouvernements démocratiques. Mais très rapidement, les gouvernements tombent dans le panneau américain, si on peut dire, là, qui les entraîne dans la corruption, puis ainsi de suite. Mais lorsque Batista tombe, il tombe devant une poignée d'hommes. Il s'en va, puis il laisse le pouvoir comme ça. Une poignée d'individus. D'ailleurs, ils sont partis vite, hein. Quand on y va, on voit toutes les voitures américaines, c'est magnifique, sont très belles d'ailleurs, mais de toutes les voitures des années 50, là, il y en a partout dans les rues. Ils n'ont pas le droit de les vendre, puis seulement il y a un meilleur climat qu'ici, fait que ça se conserve plus longtemps. Mais Et là, devant les difficultés rencontrées avec les Américains, Castro et devant le blocus qu'ils vont faire autour d'eux autres.
pour les égorger, en fait. Donc, ils se retournent vers les pays communistes qui, eux, vont les alimenter. Moi, les années où je suis allé, là, c'est surtout ça doit faire une trentaine d'années la première fois, ça commençait, là. Parce que les touristes, c'était surtout des Russes, des Ukrainiens, des Polonais, des Bulgares, des Roumains, des Tchèques. Ils se promenaient en laïa. Oui, tout à fait. Tout ce qu'ils avaient venait des pays de l'Est. Il n'y avait presque rien. Mais ce qui nous étonnait, c'était le degré d'instruction. Ça, là, c'est renversant. Là. Tout le monde peut étudier là-bas, je vous le dis, c'est un des taux d'analphabétisme les plus bas du monde. Oui? Quand tu fais des études universitaires, une fois que tu as fini tes études, tu es obligé de travailler 2 ans dans le domaine que tu as étudié. Si tu n'aimes pas ça, tu peux retourner à l'université encore, payé par l'État. C'est l'État qui paye toute ton éducation. Tu retournes aux études, tu peux changer un autre fois de métier. Comme bref, tu peux changer 2 fois de métier dans ta vie, comme ça, payé par l'État. Là, maintenant, je crois qu'ils commencent à payer un petit peu aussi de l'habitation des étudiants et leur nourriture. Oui. Puis eux autres, les personnes qui instruisent, ils doivent les garder chez eux. Ils ne peuvent pas s'en aller comme ils veulent, j'imagine. Ça, je ne sais pas. Je sais qu'au niveau médical, c'est le pays au monde où il y a le plus de médecins par tête de pipe. Il y a beaucoup, beaucoup de médecins. Ils envoient des médecins dans le monde. J'ai vu en Angola, à un moment donné, pour Nigeria, en Afrique, là, Cuba envoyait des centaines de médecins. Oui, j'allais dire justement, quand Chavez a pris le pouvoir au Venezuela, il y a des médecins cubains qui ont été formés, les médecins vénézuéliens. C'est ce que j'allais dire, enlever les mots de la bouche. Donc, oui. Mais ils ont même offert de l'aide aux États-Unis quand il y a eu l'inondation. Les médecins en avaient besoin, on vous en a envoyé des médicaments, mais au plus fort de la crise, les États-Unis, à ce moment-là, États-Unis, Cuba, je sais que dans le Labrador, Moose Bay, il y avait des avions militaires américains qui étaient là, les pilotes étaient 24 heures par jour dans l'avion, et il y avait l'affaire du téléphone rouge. Moi, je me rappelle, j'ai vu à la télévision, mon père était à sa base, il travaillait au Level, puis il résidait là. Puis il attendait un téléphone, puis il disait si la ligne rouge, parce qu'il y avait une négociation de Khrouchtchev Kennedy par rapport aux missiles, toutes ces affaires-là. Puis ça a passé proche. Après ça, ça s'est estompé, ils ont fait un arrangement, puis ça s'est arrangé, mais ça a été au plus fort d'attention. D'ailleurs, quand on prend Cubana Airlines, on ne passe pas au-dessus des États-Unis. Donc, si on pouvait, ça nous prendrait bien moins de temps encore. On ne peut pas passer au-dessus du territoire américain. Donc, et c'est un pays qui, comment dirais-je, Fidel Castro, là, qui a cédé la place à son frère, je n'entre pas trop dans l'actualité, Fidel Castro demeure un des monuments du XXe siècle. Hein, naturellement, il y a des critiques au niveau des droits de l'homme. Oui. Il faut faire attention aux reporters sans frontières, beaucoup de l'Afrique Cuba, dernièrement, sont fait faire un blanc par l'ONU et par l'UNESCO parce qu'ils font des faux documents en gros sur Cuba depuis des années. Ils sont payés par la CIA aussi pour faire une évolution interne. Oui, un jour, j'espère que ça finira par se régler. Juste ici, au Québec, on n'a aucun vrai journaliste à Cuba qui traite de Cuba. On achète toutes les informations par les journaux. On faut juste traiter. Donc, pour nous, dans notre perspective des histoires de l'indépendance des peuples, ce qu'on peut retenir de l'indépendance de Cuba, c'est d'abord, je dirais, la patience, la détermination, le courage séculaire, l'implication d'une certaine bourgeoisie dans le combat. Ça n'a pas été facile, mais il y a le mouvement indépendantiste là-bas est un mouvement qui a su s'organiser socialement et qui ont su se réunir. C'est un défi que nous avons. Et nous ne sommes pas les seuls. Quand on lit l'histoire de la résistance française de la Deuxième Guerre mondiale, c'était divisé, mais divisé. C'est incroyable. Ils pouvaient même se dénoncer entre eux auprès des Allemands, entre groupes. Le général de Gaulle ne disait pas pour rien, essayez donc de gouverner un pays où il se fait 400 sortes de fromage. On a hérité un peu de cette... Ici, il n'y a pas 400 sortes de fromage, mais il y a 10 000 clubs de hockey.
On a un esprit de clocher, là. C'est pas négatif, clocher, ça veut dire de paroisse, de quoi on a. C'est très gaulois comme façon de voir. Donc, le peuple cubain a su faire son unité, ce qui n'est pas encore réalisé au Québec. Le peuple cubain a réussi à faire son unité. Il faut dire également que le colonialisme espagnol est un colonialisme qui, sans doute, était plus brutal que le colonialisme anglais. Le colonialisme britannique, c'est un peu comme l'impérialisme américain. Il est enrubanné d'un discours démocratique. Il est enrubanné d'institutions démocratiques qui nous donnent l'illusion de la liberté. Tu sais, nous avons un Parlement. Donc pourquoi l'indépendance? Nous avons un Parlement, nous avons la loi 101, nous avons un drapeau. Donc il y a, dans les institutions britanniques elles-mêmes, il y a un noyau d'illusions qui rend notre combat plus difficile. Au niveau de la langue, Cuba a également joué un rôle important. La langue officielle de la République de Cuba, c'est l'espagnol. Et c'est inscrit dans sa constitution, comme tous les pays de l'Amérique latine. Il y a le Brésil, c'est le portugais. Tout le reste, c'est espagnol, avec, je ne veux pas me tromper, là, l'ancien pays des Jésuites, là, le Paraguay ou l'Uruguay. J'ai mêlé les deux, mais je pense que c'est le Paraguay, où il y avait des réductions. Le Guarani est une langue officielle. Le Guarani et l'espagnol au Paraguay. Partout ailleurs, c'est l'espagnol. Mais Cuba a également sa langue officielle dans la Constitution. Aujourd'hui, ça peut paraître pas trop important de le mentionner, parce que la loi 101 est aujourd'hui plus non seulement acceptée, mais elle est populaire. Là, quand des Stéphane Dion et des Alfonso Galliano disent que la loi 101, c'est bien. Il faut se rappeler, quand la loi 101 a été votée il y a 30 ans, moi je m'en souviens, on nous disait, ça n'existe pas nulle part ailleurs. Pourquoi faire une loi? C'est unique au monde, on n'a pas d'affaire à faire ça, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'avais fait une maîtrise juste pour voir si c'était vrai. J'ai découvert qu'il y a 20 ans, 50% des pays de la Terre avaient des lois 101. Et la plupart de ces pays-là, et c'est pour ça que je reviens à Cuba, c'est inscrit dans la Constitution. C'est pas juste une loi, c'est un article de la Constitution. Comme la Constitution d'un Québec indépendant, à mon avis, devrait avoir un de ses premiers articles où ce serait inscrit la langue de la République du Québec et le français. C'est l'article 1 de la Ville de Montréal, d'ailleurs. Voyez-le ou non. L'article 1 de la Ville de Montréal, Montréal est une ville de langue française. L'article 1. Donc, il ne faut pas juste que ce soit... Je vous le dis, la méthode britannique est épouvantable pour ça. Ils peuvent écrire n'importe quoi, ils peuvent signer n'importe quoi. Des traités de paix, leur signature ne vaut rien. Alors, d'ailleurs, M. Anger, moi, qui était à Saint-Jean-Baptiste longtemps, le maître de Jacques Parizeau, qui était professeur au HEC, qui était au conseil de la Saint-Jean-Baptiste 30 ans, nous disait toujours, on discutait, nous autres, des soirées de temps sur une résolution qu'on devait adopter à 15, là. Puis il répétait, ça, c'est notre esprit français. Chaque mot est important, puis on va signer, juste, ça fait entièrement notre affaire, alors que les Anglais, eux autres, n'accordent aucune importance, c'est marqué dans... Allez dire, on est dans le régime britannique, allez dire à un policier, c'est marqué dans la loi. Allez dire ça. Ça ne vaut pas grand-chose. Donc, à Cuba, il y a un article de la Constitution qui décrète que l'espagnol est la langue officielle. Et Cuba a réglé ça très vite avec l'enseignement généralisé. C'est facile d'avoir une langue officielle. Dans les autres pays d'Amérique latine, où il y a 30, 40, 50, 60% d'Indiens qui constituent la population, il y a beaucoup d'autres langues. Comme dans les pays africains d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres langues. Donc quand c'est inscrit dans la Constitution, c'est parce qu'il y a un objectif de normalisation linguistique. Il faut qu'il y ait une langue. Il n'y a jamais de place pour 2, 3 langues sur un territoire. Il y en a toujours une qui l'emporte sur l'autre. Pour ça, ici, quand on dit on veut faire ça bilingue, ça n'existe pas. Les individus bilingues, on ne peut pas parler 2 langues en même temps. Bon, mais pour l'État, c'est la même chose. Donc, Cuba, à ce niveau-là, là, dans sa Constitution. Donc, là-dessus, je vous invite
Le 31 mars, on commence une série sur l'indépendance des pays baltes, la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie. C'est La Lettonie, la première. Vous allez voir, nous avons beaucoup de points en commun. Et nous allons continuer jusqu'au mois de juin. Nous en aurons fait une trentaine d'indépendances. Monsieur Léon, Oui. j'ai déjà fait beaucoup.